C'est parfait, c'est parfait. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce premier French Tug, donc le tableau user group, comme on l'a dit, destiné à toute la francophonie. Je suis Simon Jahan et je suis ravi aujourd'hui de co-animer cet événement avec Maxime Beau. Maxime, bonjour. Bonjour. Et oui, en effet, du Euh, coup, premier French Tug. Donc, pour resituer un tout petit peu le but et la visée de cet événement, s'il y a des personnes parmi vous qui connaissent déjà l'Analytics Tug, qui est le pendant du coup de cet événement, mais pour la communauté du coup anglophone, l'idée c'est de donner un espace d'expression aux différents experts de la communauté francophone pour partager sur des sujets qui sont libres et qui sont choisis directement par ces personnes. Du coup, pour partager leurs connaissances, partager leurs expériences, donc que ça soit des retours d'expérience, que ce soit des sujets techniques ou autres, et bien sûr, du coup, de permettre à chacun de progresser. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous allons donc vous présenter ce premier French Tug qui est donc organisé par Annabelle Rincon, Head of Center of Excellence pardon, chez Vontobel, Maxime Beau, freelancer qui travaille donc à son compte et qui travaille sur Tableau depuis un certain temps maintenant. On a aussi Tristan Guilvin, qui est également freelancer et qui est aussi Tableau Visionary depuis 2 ans, ancien Ironviz champion et qui va parler d'ailleurs aujourd'hui. Bonjour Tristan. Et vous l'avez déjà vu aussi parler, Simon Jahan, du coup, qui est data analyst chez ActinVision et qui est aussi expert tableau dans cette entreprise. Alors très rapidement, on a 2-3 trucs à vous montrer avant de laisser libre les présentateurs. Pardon. Simplement un petit rappel, restez informés, pensez à rejoindre le groupe sur Bevy. En fait, vous êtes un certain nombre à n'avoir rejoint que l'événement d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'événement Le French Tug, mais vous pouvez aussi rejoindre la page directement Le French Tug sur Tableau, et elle vous permettra simplement de nous rejoindre, d'être adressé par les différentes communications, de recevoir des emails si jamais on organise un événement, de recevoir les ressources, etc. Et ça nous permettra de vous contacter. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitter en recherchant Le French Tug. Oui, et donc nous allons passer donc les prochaines 1h30 ensemble avec donc les présentations de Simon Harira, d'Ainho sur de Data à Tada, et ensuite Tristan Guilvin pardon, qui va nous présenter Révolutionner la data vise avec Tableau. Je vous invite à poser vos questions dans la section Q&A du chat ou Q&R pour la version française, dans laquelle du coup on pourra lire vos questions, on pourra y répondre en live ou directement via le chat, et donc du coup ça nous permettra aussi d'avoir un suivi des réponses, des questions qui ont déjà reçu des réponses, pardon, et du coup de voir si on n'a pas encore répondu à vos questions. Je propose donc de passer la parole à Simon et à Daïn. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Yes, bonjour à tous. Alors, on y va. Alors, est-ce que vous voyez bien tout? Attends, je me mets en mode présentation. Tout est OK, bonne C'est bon pour présentation. vous? D'accord, merci. Donc, rebonjour à tous. Daïd et moi-même sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette première session du French Tug. Et cette donc, première partie que nous allons animer porte sur l'effet wow. Donc, l'effet wow, c'est pas une mince affaire. Le constat que l'on a fait et que vous allez sûrement connaissez sûrement concerne l'exposition exponentielle à l'analytique, l'exposition des lecteurs avertis ou pas, et notamment dans les réseaux sociaux. Donc on assiste aujourd'hui à la socialisation de la matière analytique. Donc on se retrouve avec des lecteurs plus affûtés, plus exigeants, plus curieux, plus gourmands d'apprendre et aussi plus pressés. Donc, la question que l'on se pose, c'est comment se différencier pour susciter l'intérêt et surtout garder l'attention dans cette nébuleuse de données et analytiques. Donc, ce que nous allons chercher à faire, et ça va être le but de cette session, vous donner les clés pour être impactant, synthétique, créatif et innovant. Donc, pour cela, nous avons choisi 3 thèmes. Donc, les 3 thèmes qui vont couvrir le fond avec le storytelling. Donc, ça va être convaincre par le message. Des notions de contexte et de trame narrative sont inclus dans le storytelling. Nous avons ensuite, nous allons couvrir la forme avec le data design, donc c'est la data visualisation, entre autres. Donc, ce qui va nous permettre de simplifier le message par la visualisation. Donc, on va vous donner 2-3 tips importants
pour mettre en avant les faits marquants et pour pouvoir épurer le message. Et enfin, Daïn couvrira l'expérience utilisateur avec la charte graphique qui va permettre de renforcer votre identité visuelle. Donc, il va couvrir des notions pour uniformiser les contenus. Alors, ces 3 briques, donc, elles sont complémentaires. Vous êtes sûrement plus ou moins familier avec toutes ces briques ou alors avec une d'entre elles. Mais la clé aujourd'hui, d'accord, c'est de vous faire comprendre qu'il faut combiner le tout. C'est la triangulaire, comme j'aime l'appeler, et surtout le fait de pouvoir itérer de une à l'autre. Donc, on va rester assez théorique aujourd'hui, car chaque thème mérite sa propre session, si on veut rentrer vraiment dans le détail pour illustrer chacune d'entre elles. Donc, nous allons commencer aujourd'hui par vous livrer les notions principales propres à chacune. Et on va vous donner en fait une espèce de checklist que vous aurez pour avoir une trame sur laquelle vous pouvez vous poser pour avoir l'effet wow en fin de session. Donc, je vais commencer. Alors, entre-temps, j'ai pu contacter Brent Dykes, qui m'a donné l'autorisation d'utiliser certaines de ces petits graphiques que vous voyez sur l'illustration, que vous voyez sur la droite. Donc, je les appelle l'instant Brent. C'est l'auteur du livre Effective Data Storytelling, mais du site qui est associé. Donc, pour moi, cet auteur est une inspiration principale, surtout par ses publications assez, il en fait assez souvent sur les réseaux sociaux. Donc, je vous encourage à jeter un œil. Donc, par exemple, celle-ci que j'aime en termes d'introduction, qui nous dit que les tableaux de bord avant, d'accord, on les adressait à tout le monde. C'était purement exploratif. C'était une audience large, mais les seuls qui pouvaient effectivement en tirer des messages pertinents, c'était ceux qui connaissaient la data et savaient où investiguer. Donc aujourd'hui, le jeu a changé. Donc maintenant, on définit la cible, on définit son besoin, on se concentre énormément plus sur le cœur du message. Donc le but aujourd'hui, c'est de donner du sens au message et on prémâche finalement l'analyse pour le lecteur final. Okay, c'est ce que le second picto montre. Donc là, on sélectionne effectivement juste les graphes nécessaires au message et après, on les articule entre eux via le storytelling. Alors, sans plus tarder, je fonce dans la première brique qui est donc le storytelling. Donc là, je vais couvrir 3 notions et je vais faire un petit préambule pour dire que je suis conscient que les notions de storytelling sont plus faciles à mettre en place sur des sujets libres, sur des sujets ludiques, plutôt que dans le monde du travail dans lequel on se retrouve tous les jours. Mais les automatismes, on va les apprendre en s'entraînant. D'accord ? Donc, on va reproduire ce qu'on a essayé donc de mettre en place sur des visualisations dans des concours, par exemple, externes. On va reproduire ces automatismes ensuite dans les dashboards d'entreprise. Il faut passer par cette phase d'entraînement, c'est logique. Donc pour cela, je vous conseille et je vous renvoie vers Viz for Social Good, qui moi m'ont permis grandement d'apprendre à monter des storytelling pertinents et aussi à participer à des sujets associatifs et sociétaux. Donc le premier aspect, la première notion, c'est la scénarisation. Donc la scénarisation, elle va vous permettre de faire passer le message, d'accord, qui va être compris, qui va être assimilé et qui va être transmis par votre audience. Parce que qu'est-ce qu'on recherche une fois qu'on a donc publié son analyse ou sa vise? Ce qu'on veut, c'est que l'audience, le lecteur, transmette l'information, d'accord, que ça circule, que ça voyage. Donc, afin de le transmettre, il faut que l'audience ait assimilé ce qu'on veut lui dire et qu'il ait compris. Et pour cela, donc il y a 3 termes qui sont assez importants. Donc, le premier, c'est une évidence, c'est la hiérarchisation. Donc, je vais y revenir tout au long de la présentation. Et ensuite, on a synthétisé et simplifié. Donc, je ne doute pas que vous connaissez la signification des 2 mots, mais je vais quand même y revenir sur la subtilité et la différence entre les deux. Donc, la synthétiser, ce qu'on recherche, c'est se concentrer sur l'essentiel. Donc, on va chercher à dégrossir et à éliminer le bruit, d'accord? Tandis que simplifier, on va essayer de décomplexifier le sujet pour toucher une audience plus large. Donc, sur des sujets complexes, il y a un travail de l'analyste qui va être vraiment de décomplexifier un sujet. Donc, c'est pas facile et c'est tout ce travail-là qu'on va essayer de mettre en place. Donc, tout ce que je viens d'énoncer, donc qui rentre dans la scénarisation, doit faciliter la compréhension du sujet
à nos lecteurs. La seconde notion que je trouve aussi importante, c'est la structure narrative. Donc, la structure narrative va vous aider à poser une situation initiale. D'accord? Donc là, ce qu'on va rechercher, c'est de planter le décor, de donner du contexte. Donc, ça en guise d'introduction. Donc ça peut se faire soit par des données chiffrées de type vraiment global, ou alors un narratif d'introduction. Et ensuite, à cela, on va greffer, on va l'alimenter des étapes de construction. Donc les étapes de construction, finalement, elles reviennent à quoi? Ce sont des axes d'analyse, d'accord, qui décomposent le message et qui donnent du sens aux yeux du lecteur. Donc c'est ça qui va construire votre structure narrative et donc votre storytelling. Donc les questions que vous voyez sur le côté, donc la technique des 5 Ws, c'est des techniques donc qui va répondre aux questions de temporalité avec le when, de localisation avec le where, d'acteur avec le who, de composant avec le what et de corrélation avec le why. Donc le why, pour moi, c'est un plus plus, d'accord? Si on arrive déjà dans un storytelling à répondre aux 4 autres, ça veut dire qu'on a déjà une base forte pour cerner le message que l'on veut faire passer, d'accord? Pour le décomposer et ensuite l'animer. La dernière notion sur la base du storytelling que je veux partager avec vous, donc certains la connaissent sûrement, elle est très connue, donc c'est la technique de l'entonnoir. Donc c'est-à-dire que dans une structure narrative, on va faire du macro, du plus macro au plus micro, d'accord? Donc des informations de contexte, contextuelles, on va descendre jusqu'au détail. Donc ça va nous assurer en fait de respecter la logique de lecture, d'accord, de ne pas perdre notre lecteur. Donc une logique de lecture, ça se traduit sur l'écran de haut en bas et de gauche à droite. Hein, c'est comme un article, c'est comme un livre. Et donc ça permet en fait de hiérarchiser, surtout en termes de granularité. Par exemple, je m'explique. Si on veut toucher une audience un peu plus large, quand on distribue donc une analytique qu'on a faite, on va forcément commencer par du macro, parce que si on veut s'adresser, donc surtout dans le monde du corporate, si on veut s'adresser à une audience qui est beaucoup plus décisionnelle, elle a besoin d'avoir l'information tout de suite d'entrée de jeu, sans avoir à scroller 3 fois. Et ensuite, on enchaîne avec des informations plus micro, qui va permettre à une audience qui est plus dans la manipulation de la donnée, qui est plus dans l'investigation, de faire, elle, de passer son temps dessus. D'accord? Donc ça, c'est en fait les 3 notions de storytelling qu'il faut impérativement se familiariser avec. Et ça se passe donc encore une fois par de l'entraînement, par des automatismes pour entraîner votre cerveau à forcer à penser et à réfléchir d'une telle façon. Alors, j'ai pensé quand même à vous donner un peu à illustrer cette première partie. Donc, cela avec un concours interne que j'avais organisé chez Midral, du temps où j'étais chez eux. Et le but, c'était donc de faire monter en compétences les consultants sur justement les notions de storytelling et de data design. Donc, le but, c'est de donner un sujet à nos consultants et quelques indications. Et c'est à eux de faire le test. Donc, bien sûr, avec un suivi régulier pour s'assurer que tout se passe bien. Et le bon exemple que j'ai retenu, que je vais vous montrer dans un instant, donc c'était un sujet sur la mobilité. Et l'angle qu'avait choisi donc ce groupe de participants était d'alerter sur la problématique environnementale et comment agir par le biais de la mobilité. D'accord? Donc ils avaient choisi d'axer cette vie sur la mobilité liée à l'environnement. Je trouvais ça déjà assez malin. Alors voyons, est-ce que le lien va marcher? Très bien, il est là. Alors, ok. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? C'est bon? Oui, c'est toujours bon. Superbe. Alors, je vais juste la défiler, je vais dézoomer dans un premier temps pour vous montrer un peu le travail final. Donc, vous voyez que c'est un travail quand même analytique assez complet, avec un mix effectivement de narratif et de visuel tout le long. C'est un travail donc de design bien avancé, et c'est sur ce type de résultat en fait qu'on visait, le fait de faire ce petit tournoi. Alors, rapidement, je vais un peu vous la décomposer pour vous montrer un peu que les notions qui ont été appliquées de storytelling. Je vais rezoomer dessus.
Donc, on rentre en fait dans un premier temps, dans une partie d'introduction. Donc, on retrouve notre situation initiale, notre constat, qui nous dit que 39% des émissions totales de gaz à effet de serre a été produit par le secteur des transports. Ensuite, on rentre un peu plus dans le détail pour avertir donc le lecteur que, si je me souviens bien, donc c'était 80% font partie de la route. Et ensuite, encore un niveau de détail un peu plus fin. En fonction, on décompose donc le nombre de ces 80% en termes de voitures et ainsi de suite. Donc là, on a dressé rapidement la situation initiale de dire qu'il y a beaucoup de problèmes et on donne déjà un peu une ouverture sur où est-ce qu'on peut commencer à attaquer pour pouvoir améliorer le constat qui vient d'être fait. Ensuite, on commence donc effectivement donc, dans la structure narrative, donc on entame la scénarisation, on répond à la question du quoi en décomposant donc qu'est-ce que la pollution. Je ne vais pas vous embêter trop avec le contenu, je vous laisserai de toute façon le lien pour que vous puissiez le voir de votre côté. Ensuite, on répond à la question du où. Donc, le parti pris, c'était donc de le faire sur Paris. Ensuite, ils ont décidé d'attaquer la question du qui et du quand. Donc, ils reprennent les éléments de la pollution dont ils avaient fait référence un peu au-dessus et nous disent quand est-ce qu'on a le plus pollué. Ensuite, ils répondent donc à la question du pourquoi. Ils mettent en corrélation, donc si je me souviens bien, une baisse du CO2 en corrélation avec une baisse du débit routier. Donc ça, je trouvais ça assez malin parce qu'on rattrape donc le sujet de l'environnement avec celui de la mobilité. Et en dernier, donc la cerise sur le gâteau, ils avaient donc mis en place une dernière partie sur le call to action qui a permis d'engager le lecteur et de le faire participer, d'accord? Donc de le convaincre du message qu'on a essayé là de lui expliquer pour qu'il agisse et après qu'il éventuellement communique la vise. Donc c'est un peu le but du call to action, de le faire participer. Donc je trouvais, si vous voulez, cette vise extrêmement bien faite et visuellement très compréhensible. Alors, ça va me permettre un peu la transition avec la seconde partie, qui est donc sur le data design. Mais avant tout ça, je pense que j'ai un instant d'AX qui devrait… Voilà. Donc, la transition ici, ça va être sur la perception. J'aime beaucoup cette slide. La perception, la différence entre la perception et la réalité, entre le domaine de la data visualisation et celui du storytelling. Et en fait, on pense que les overlaps sont beaucoup plus importants qu'il en est vraiment. D'accord? Donc, les zones qui se croisent. Et en fait, ça traduit quoi? Ça traduit que le storytelling est une matière à part entière. Et qu'effectivement, elle peut être sous-estimée parfois encore aujourd'hui. Elle tend à se développer dans le monde donc, du corporate et de l'entreprise. Et qu'elle est aussi importante que la notion et que la matière et que l'étape de la data visualisation. C'est-à-dire que si on travaille au mieux donc les notions de storytelling que j'ai expliquées un peu auparavant, on essaye donc vraiment de construire une bonne base bien solide, on va faire que faciliter tout ce qui va arriver après sur la data visualisation. Donc j'enchaîne sur cette deuxième partie, donc la data visualisation justement. Donc comme je l'ai précisé, elle est là pour appuyer le storytelling. Donc au-delà de choisir que cette matière de data vis, au-delà de data design, au-delà de choisir le bon graphe donc adéquat au message, au-delà de ça, elle est très importante pour mettre en évidence effectivement les éléments importants à identifier qui ont été, eux, identifiés déjà dans l'étape du storytelling. C'est là où les deux étapes communiquent. Et surtout, les éléments à risque qui permettent donc de benchmarker une situation. D'accord? Donc, c'est-à-dire de faire des comparaisons versus des références. D'accord? Donc, on va faire des analyses d'écart, ce qui va permettre de situer le lecteur dans un contexte. Donc, il va pouvoir s'approprier le sujet, car on va lui donner des références, des écarts, des points de repère. Le troisième point, donc, c'est le point sur le gabarit, qui, il me semble, sera couvert par Daïn. Donc, c'est un point qui touche un peu les deux parties. Donc, je vais pas le manier ici. Je vais commencer par vous donner donc les 2-3 tips que je trouve très importants dans le data design. Donc, le premier, très simplement, on sait, donc je vous l'ai déjà un peu rabâché, c'est de devoir hiérarchiser
dans le storytelling, il est aussi important de hiérarchiser visuellement dans l'information à l'écran. Donc, c'est là où intervient le rôle de la typographie. Donc, le but ici, ça doit venir à un automatisme, c'est comme les notions de storytelling, c'est très important, c'est de mettre en avant les titres et les données chiffrées versus le reste. D'accord ? Ça va faciliter également le sens de lecture. Et surtout, il faut le faire, garder la même façon de faire, garder une cohérence à travers les analyses que l'on va développer et qu'on va diffuser, car on va fidéliser le lecteur par rapport à ça. Il va s'habituer à votre style. Il va savoir où regarder, parce que vous avez décidé, vous, de mettre tel élément en place, tel élément en place, tel élément en avant. D'accord ? Donc ça, c'est le premier tips. Le second tips, mais pas des moindres, c'est sur donc le fait de dissocier un graphe, de décomposer un graphe qui peut paraître plus ou moins complexe. Par exemple, le graphe de gauche intitulé No Focus, donc on le connaît tous, il peut paraître pas complexe comme ça, mais il va falloir quand même quelques secondes, voire une minute, ça dépend des personnes, pour savoir quel message je dois en retenir. On voit qu'il y a 3 tendances, on voit qu'il doit y avoir un peu 9 points dans le temps. Par contre, je n'ai pas le message tout de suite. Donc la décomposition ici est essentielle. Moi, je l'utilise énormément. Donc j'utilise vraiment l'espace sur l'écran pour décomposer le message. On voit bien qu'à droite, on comprend distinctement les tendances de chaque item et ça nous permet aussi de rajouter en en-tête d'autres informations du contexte. Donc là, on prémâche vraiment le travail pour que le lecteur sache ce qu'il a à retenir. Et il va le retenir. Donc ça peut paraître simple, encore une fois, mais c'est la logique, c'est cette logique-là qui doit devenir un automatisme. Tout est par rapport aux automatismes et à l'entraînement. Donc, il faut se mettre à la place du lecteur, ça c'est évident, de l'utilisateur. Il faut essayer de faire un step back, d'accord, de se mettre dans le siège arrière et d'essayer de voir si nous, on comprendrait bien ou si on l'interprète, s'il y a une meilleure façon de l'interpréter visuellement, comme on le souhaiterait. Ça, c'est primordial. Alors, j'ai un dernier point sur les astuces. Donc, c'est le power of highlight, donc le surlignage en français. Donc, très important, toujours, très important, donc c'est de prendre le temps d'identifier en amont. Donc là aussi, ça reflète encore l'étape du storytelling, d'écarter en fait, d'identifier le bruit qu'on veut écarter du message, d'accord. On veut l'étouffer visuellement et on veut isoler ce qui compte seulement et qui va appuyer votre storytelling, d'accord. Donc là, c'est ce qui se passe entre la ligne 1 et la ligne 2 et ça fait toute la différence. Okay, donc ça, c'est un travail qu'on fait donc avec les équipes, si on parle du corporate, avec les équipes métiers, quel type d'indicateur ou quel benchmark fait qu'on doit plutôt mettre en surlignage ce type d'information ou ce type d'information, ou alors on peut leur laisser la main, peut-être, de choisir avec un système de paramètres, ils peuvent décider à partir de quel statut, de quel palier on va mettre ou pas en évidence telle information. D'accord. Et là, à partir de ce moment-là, le message est reçu, il est compris et de façon instantanée. Et à partir de là, on a gagné et le message il sera transmis tel quel. Donc, pour moi, avant de passer la main à Dain, donc pour la dernière partie qui est la charte graphique, je pense à vous avoir donné des clés, des notions, d'accord, qui va rentrer encore une fois dans une checklist et de s'assurer que tout a bien été préalablement bien travaillé, d'accord, et ça prend du temps. Donc je sais que c'est théorique, je vous ai fait quelques exemples. Je pense et j'espère qu'on reviendra dans d'autres sessions pour entrer un peu plus en détail sur chacune de ces briques. Pour le moment, je vais donner la main à Dain. Est-ce que tu es là, Dain? Alors, Dain, tu parles, mais on ne t'entend pas malheureusement. Alors, je vais arrêter le partage déjà. Alors, le temps que Dain réussisse à résoudre son problème de micro, on reviendra sur la question de Viviane en fin de talk de Dain. On a juste une très rapide question pour Simon. Est-ce que toutes ces astuces sont dans le livre de Brent? Celles sur le data design, oui. Les autres, pas comme ça. Ça vient d'autres livres.
Je pourrais mettre les références si vous voulez. C'est un mix de plusieurs sources. En fait, ça vient beaucoup de notions de journalisme, en fait. Moi, j'avais fait data journaliste à Londres pendant 2 ans et c'est là où j'ai beaucoup appris sur sur les structures narratives, sur les 5Ws, vraiment pour construire une histoire, en fait. Donc ça vient vraiment de base du journalisme qu'on maintenant on adapte dans le monde de la data. Mais tout ce qui est effectivement sur la mise en évidence visuelle, ça c'est effectivement dans le livre de Brent, sur le website aussi. Et je vous conseille de le suivre sur LinkedIn, car c'est là où il est beaucoup présent. Et donc il a comme ça des graphiques très pertinents, très simples et très pertinents. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci. Je pense que ça répond bien. Parfait. On t'entend, Daïn. Ouais, ça y est. Ok. Attends, j'ai un petit problème. Je vais essayer d'ouvrir rapidement. Je me mets en mute. J'ai un peu avec le PowerPoint. Ce sont les aléas du direct. Ouais. Ah, Daïn nous a quittés. En attendant, du coup, je te propose, Simon, le temps du retour de Daïn, de répondre à la question de Viviane, qui était donc le storytelling existe-t-il dans le cas de dashboards automatiques, c'est-à-dire non ponctuels, des dashboards, du coup, je suppose, qui sont en prod et qui sont consultés régulièrement par des métiers. Oui. En fait, le storytelling, c'est l'exploration business qu'on va faire avec les métiers. C'est comment en fait on va driver les métiers à se poser les bonnes questions sur justement toutes les notions que j'ai commencé à énoncer en début de session. D'accord. Donc toutes ces notions-là, c'est des notions qu'on doit répliquer dans un schéma de pensée. Et avec les métiers, on va essayer de les entraîner justement à réfléchir sur se poser les bonnes questions, même si eux, ils ont très certainement déjà les questions business, ils ont déjà ce qu'ils veulent, mais on va essayer quand même d'étoffer ça avec ces notions de storytelling pour essayer effectivement que ça rentre vraiment dans un dashboard qui répond exactement à ce qu'ils veulent. Et vraiment trouver les faits marquants, trouver le message essentiel à adresser et ne plus noyer en fait l'utilisateur dans les nébuleuses de données comme on avait l'habitude de le faire. Je suis revenu. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous voyez bien On t'entend bien, on voit les bien la PowerPoint présentation. aussi? C'est Présentation? parfait. Merci Simon Parfait. pour la Alors, réponse. est-ce que j'ai répondu à la question déjà ou on peut revenir après sinon. On va garder tant qu'on a des lignes qui marchent, je propose qu'on garde. Merci beaucoup à toi, Simon, de nous avoir partagé sur les bonnes pratiques autour de l'art visuel. Alors moi, j'aimerais partager avec vous un sujet qu'on évoque très très peu. Est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions de type comment augmenter l'adoption de la plateforme Tableau, comment gagner la confiance des utilisateurs et comment apporter une meilleure expérience et une navigation plus fluide? Alors, j'ai la réponse à toutes ces questions. Je vais vous aider à mettre en place une charte graphique simple et efficace. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est une charte graphique et ensuite, je vais évoquer pourquoi vous devez mettre en place au sein de votre organisation. Et ensuite, je vais vous lister les différents contenus qui doivent contenir une charte graphique. Alors, la charte graphique est une norme qui définit les règles d'utilisation des éléments visuels en respectant l'identité visuelle de votre organisation. Alors, si je peux reformuler, il faut prendre une charte graphique comme un livre où vous allez dicter les différentes règles et les normes que la gouvernance des données vont définir par rapport à tout ce qui touche sur l'utilisation, navigation et l'expérience globale des différents rapports. Alors, par contre, pourquoi vous devez mettre en place au sein de votre organisation? J'ai 3 objectifs là-dessus. Tout d'abord, je vais regrouper les 2 premiers points, de créer une meilleure expérience et une navigation plus fluide, ainsi que de garantir la cohérence et l'harmonie d'identité visuelle de votre organisation. Alors, je vais raconter un contre-exemple. Prenons un exemple d'une organisation avec 3 développeurs qui proviennent de 3 départements différents, par exemple. Et chacun, en fait, va apporter son propre gabarit. Chacun va utiliser sa propre typographie. Chacun va utiliser sa propre gamme de couleurs et chacun va utiliser ses propres icônes. Mais en fait, pour un utilisateur qui a accès à l'ensemble de ces rapports, si on prend un rapport par un,
il va dire qu'une très, très bonne expérience, un rapport avec un effet wow évident. Mais par contre, si jamais on doit représenter une expérience globale avec tous ces rapports qui proposent des menus de navigation très, très différents, bah, vous allez voir, ça va impacter sur l'expérience globale de l'utilisateur. C'est pour ça que moi, je vous propose vraiment de mettre en place une charte graphique qui va permettre d'uniformiser les différents contenus et ainsi, vous allez harmoniser l'utilisation globale de tous les rapports. Et le dernier point, ça va être de renforcer la reconnaissance et la crédibilité de l'organisation auprès du public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la vraie bonne pratique, c'est que la charte graphique, seulement les champions et les développeurs de DataVis et de tableaux peuvent accéder à cette charte graphique et l'utiliser. Ainsi, au sein de votre organisation, vous pouvez différencier les rapports classiques et les rapports certifiés. C'est-à-dire que l'utilisateur va avoir confiance sur ces rapports parce que ces rapports a utilisé la charte graphique, donc les meilleures pratiques, les normes définies par la gouvernance des données. Alors, maintenant, je vous ai convaincu pourquoi vous devez mettre en place au sein de votre organisation. Je vais lister maintenant les différents contenus. Alors, bien sûr, ces contenus, j'ai quand même minimisé par rapport au temps de la présentation, mais je pense que c'est trois contenus, les quatre contenus les plus importants. Alors, tout d'abord, sur la gamme des couleurs et la typographie. Alors, dans cette charte graphique, on va définir du coup les normes sur ces différents composants, les contenus. Tout d'abord sur la gamme de couleurs. Comme couleur principale, je vous conseille d'utiliser des couleurs en apport par rapport à l'identité visuelle de votre organisation et les couleurs secondaires, des couleurs neutres. Ça peut être une couleur blanche, grise, noire. Ce que je vous déconseille, c'est d'utiliser des couleurs uniquement vives et très coloriées. Ça va impacter sur la navigation, sur l'expérience utilisateur et surtout, la gamme de couleurs et la typographie doit être un support pour améliorer la lisibilité. Ça ne doit jamais gêner la lecture. Alors, sur la typographie, l'élément principal que je peux partager avec vous, gardez un seul style de police sur l'ensemble des rapports. Ne changez pas de type de police par rapport, c'est un texte, est-ce que ce sont des légendes, est-ce que c'est un titre, etc. Gardez le même style de police. Mais par contre, ces différents types de textes, vous pouvez les différencier, les varier sur la taille et sur le poids. Par exemple, proposer pour les titres et les sous-titres une certaine taille et surtout une police plutôt en gras versus pour les textes et les différents les légendes proposer peut-être une typographie plus légère. Voilà. Alors ensuite, je vais parler des icônes. Alors les icônes sont des symboles qui facilitent et enrichissent la communication. Alors c'est important dans cette charte graphique de proposer une liste d'icônes pour que tous les développeurs puissent les utiliser. Et chaque icône a une seule signification et pour représenter une action, c'est une seule icône qui va représenter. Alors, ces différentes icônes, ça pourrait être par exemple comment naviguer sur la page de maison principale. Ça peut être aussi comment activer une page, une fiche descriptive, une page d'information. Ça peut être aussi une icône avec une main, par exemple, pour dire que voilà, vous pouvez sélectionner ces graphiques et ça va filtrer les autres graphiques, appliquer un filtre dynamique. Et aussi, un dernier exemple, ça peut être aussi activer l'infobulle en disant avec une petite icône d'infobulle en disant voilà, ces graphiques, vous pouvez enrichir avec des contenus supplémentaires en survolant les graphiques. Au lieu d'ajouter des textes, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Vous allez gagner en termes de navigation en proposant ces icônes. Voilà. Et enfin, je vais finir par des gabarits, qui sont des modèles prêts à l'emploi pour structurer la mise en page. Alors, ces gabarits, il faut prendre ça comme une image de fond que vous pouvez créer à partir de PowerPoint, Canva, Figma et d'autres outils. En fait, ça va permettre de spécifier certains objets. Par exemple, je vais prendre le logo de votre organisation. Vous devez les spécifier à un endroit spécifique, unique, de bien choisir la taille et la couleur et les différents développeurs ne peuvent pas modifier, en tout cas, ils ne doivent pas modifier ces structures. Vous pouvez aussi incorporer sur des informations redondantes comme la mise à jour des données des rapports, un emplacement unique. Et tous les développeurs doivent respecter cet emplacement. Rajoutez au maximum les informations comme les titres, les sous-titres, les zones de graphique aussi. Définissez les différentes règles sur les zones de graphique. Est-ce que ce sont des zones de graphique arrondies,
pas? Est-ce qu'il y a un contour ou pas? Mais définissez pour être cohérent. Et c'est important de mettre un maximum d'objets dans le gabarit et non sur le rapport pour 2 raisons principales. La première raison, ça va vous aider à vraiment à uniformiser et harmoniser, ces contenus et surtout en termes de performance, au lieu d'ajouter 20 objets dans le rapport, dans Tableau, je vous conseille d'ajouter un maximum de ces objets directement dans le gabarit. Et bien sûr, vous pourrez proposer plusieurs types de gabarits, pas plus de 6, vous pouvez en fonction de la taille et en fonction de la disposition. Par exemple, proposer comme ici une disposition horizontale one-pager et d'autres types, par exemple verticale, plus large, où vous pourrez mettre beaucoup plus d'informations. Voilà. Alors, avant de laisser la conclusion à Simon, j'aimerais tous vous remercier. Du coup, c'était Daïn, conseiller chez AGDSS. Votre prochaine bonne décision. Merci. Je te laisse la main, Simon. Yes, juste une phrase pour conclure effectivement. C'est pour bien vous faire passer le message que ces concepts peuvent être bon, plus ou moins familiers, plus ou moins simples, mais la complexité ici, c'est la triangulaire de ces 3 thèmes. Donc on a abordé le fond avec le storytelling, la forme avec le data design et le user experience, enfin plutôt axé sur l'UI, donc le user interface. Donc c'est à partir de ces 3 thèmes, une fois qu'on a coché toutes les cases, qu'on peut s'assurer du carton de notre analyse et du rendu. D'accord. Et donc, si vous avez toute question, n'hésitez pas à revenir vers nous après la session. Si vous avez voilà, des questions, on est là avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup du coup pour votre présentation. Je vais laisser un petit peu de temps pour voir s'il y a des questions qui apparaissent dans le chat. Moi personnellement j'en ai une. Vous avez parlé du coup Yes. de travail du storytelling qui était scindé par rapport au travail de la data vis. Vous avez aussi parlé du coup de tout ce qui est prototypage, etc. Pour la data vis, je pense que la majeure partie des personnes qui sont présentes ici utilisent Tableau, très clairement. Pour les outils qui seraient du support au storytelling et du support au prototypage, qu'est-ce que vous conseilleriez du coup? Alors, sur le storytelling, il n'y a pas d'outils. Les outils, c'est de la notion, c'est de la lecture. Je pourrais mettre, si tu veux, enfin, si vous voulez, effectivement des références que j'ai qu'on va communiquer après le recording. Mais il n'y a pas d'outils comme, tu vois, comme Figma pour faire du template ou c'est l'entraînement. C'est un peu comme Rocky Balboa qui veut devenir champion, quoi. Donc il faut s'entraîner, il faut en fait surtout, je vais aussi mettre pas mal de liens sur des databases storytelling, d'accord, qui sont des one shot effectivement. C'est pas forcément qui rentrent dans un monde corporate, mais déjà je pense qu'il faut commencer par ça, d'accord. Il faut commencer par un sujet qui nous anime, qui nous plaît, et après on aura plus de facilité à construire son storytelling autour de ça. Et après, nous, enfin, si dans certaines compagnies ils veulent aussi lancer d'autres concours, moi je peux les accompagner avec grand plaisir pour monter en compétence justement les personnes qui commencent à utiliser Tableau, qui ont déjà un petit niveau. Parce que le storytelling, en fait, c'est même si on a un bon niveau sur Tableau, c'est quelque chose qui c'est matière à part. Ouais, tout à fait. On peut faire un dashboard techniquement qui est à la pointe, mais si le message est perdu dans un storytelling un peu flou, ça serait dommage, et vice versa. Pour le prototypage, pardon, tu parlais plutôt de la partie d'AIN. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, donc Figma, tu disais que tu avais quoi d'autre en tête? Oui, pour la charte graphique, je pense que un document PowerPoint, c'est très, très bien pour démarrer. Après, pour créer des gabarits, bien sûr, si vous êtes un vrai amateur de design, faut aller sur des outils beaucoup plus poussés. Par exemple, Canva et Figma, principalement. Ouais. La communauté utilise principalement ces 2 outils. Puis c'est dynamique aussi, il me semble. C'est ça, exactement. Tu peux Et vous pouvez voyager. collaborer. Ouais, c'est top ça. Il y a beaucoup de tutos aussi qui font Tableau et Figma en ligne. Oui. Ouais, je pense que j'ai Ça déjà quelqu'un en cartonne bien tête en pour ce moment. animer une future session Tableau plus Figma au French Tag. Si jamais Ouais, c'est quelque chose qui vous intéresse, tout à fait. mettez-le dans le chat et on verra si ça gagne les cœurs.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on enchaîne du coup avec la présentation de Tristan? Je ne vois pas plus de questions dans le chat pour le moment. À la limite, s'il y en a d'autres qui reviennent, n'hésitez pas à les mettre dans la partie Q&A ou questions et réponses du chat. Et puis, on y reviendra juste après la présentation et les questions de Tristan, si jamais vous en avez pour Simon ou pour Daïn. Ça Eh bien, marche. Tristan, Merci beaucoup. Super, merci à beaucoup à vous deux. Et puis, on Et passe la main Tristan, à la scène est à Tristan. toi. Ouais, Merci. merci beaucoup. Et est-ce que vous m'entendez déjà pour Très commencer? bien. Nous t'entendons. Parfait. Bon, on y va. On y va, on y va. Deuxième question, est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Ok, donc moi je ne vous vois plus, donc c'est toujours bizarre de parler devant des slides, mais je pense que vous me voyez, donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous d'avoir organisé cet événement, de m'y avoir invité, même si je fais partie des organisateurs, on va dire que c'est le premier. Donc je m'appelle Tristan Guilvin, je suis consultant data analyse en freelance. Et donc on a fait ce tag qui est francophone, et moi personnellement je suis français. Et quand on pose la question un peu français dans le sens qu'est-ce que vous aimez, on peut dire voilà, on aime bien le fromage. Moi, comme tout bon français, j'aime bien le fromage, j'aime bien le vin et j'aime bien aussi la révolution. Alors, dans un sens, une révolution, ça peut être un changement dans la manière de gouverner un pays, habituellement au profit d'un système politique différent et souvent utilisant la violence. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de cette révolution, on va parler d'une autre révolution qui est un changement important dans la manière de faire quelque chose. On va rester calme ici. Donc aujourd'hui, le thème de cette présentation, ça va être comment révolutionner la data vise avec Tableau. Et en fait, en faisant cette présentation, alors j'avais peut-être oublié ça de mes cours d'histoire, mais en fait, il y a eu pas une révolution française, mais il y en a eu en fait trois. Il y a eu trois grandes révolutions en France en 1889, 1830 et 1848. Et en fait, de la même manière, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de trois révolutions, et on va les voir chacune d'entre elles. Et la première, c'est une révolution personnelle. C'est une révolution qui est à un moment donné où j'ai voulu changer ma manière de travailler. Et je vais vous montrer comment en fait ça a amené aux différents produits que je peux vous proposer aujourd'hui et que je vais vous présenter dans le reste de la présentation. Alors, pour moi, tout a commencé en 2015. Donc ça, c'était ma première visualisation sur Tableau public. Ça représentait une course qui se passe tous les ans à Strasbourg, qui est la Strasbourgeoise. Et je voulais juste représenter en fait les différents temps. Donc j'ai fait un bar chart, une carte, un donut chart et quelques KPI. J'ai aussi travaillé pour différents clients. Donc ça, c'est le Conseil de l'Europe avec lequel on va travailler. Ça, c'est des visualisations qui sont accessibles sur Tableau public. Et donc, ce que vous voyez, on a fait globalement beaucoup de lignes, de bar chart, de cartes et de tableaux. Hein. Je pense que tous ceux qui utilisent Tableau régulièrement font des bar charts, des tableaux, des lignes et des cartes. Et donc, pour moi, en 2017, ça a commencé à changer un peu, où j'ai voulu commencer à faire des visualisations qui étaient un peu plus créatives. Donc, j'en ai fait une sur la consommation de bière en Europe, une sur la biodiversité et les forêts tropicales, et une autre sur l'utilisation des téléphones mobiles et des applications des sites durant la Coupe du Monde de 2018, je crois. Et donc, tout ça, ça m'a aussi permis de faire cette visualisation-là, qui représente l'évolution du marché immobilier américain avec une animation. Voilà, il y a des choses qui bougent, il y a des couleurs un peu dans tous les sens, et ça montre en fait comment la crise s'est propagée à toutes les États-Unis. Et pour moi, on pourrait dire que c'était un peu peut-être le pic dans mon utilisation de Tableau, puisque cette visualisation, j'ai pu la faire sur scène à l'Ironviz en 2017. Sauf qu'en fait, dans tout ce que je vous ai montré jusqu'avant, que ce soit la bière, la biodiversité, l'Ironviz, il n'y a que des bar charts, des line charts, des tableaux et des cartes. Alors, peut-être une line chart, ça va être remplacé par une area chart, par un graphe d'air. Mais au final, il n'y a rien qui sort du cadre de ce que Tableau était capable de faire. C'était vraiment du pur Tableau, juste avec des axes doubles, peut-être des couleurs, peut-être des icônes, mais on restait vraiment très standard dans ce que l'outil Tableau est capable de proposer de base, sans aucune modification. Et je me suis posé un peu la question de pourquoi est-ce que je faisais ça? Pourquoi est-ce que je n'arrivais pas forcément à aller plus loin que des visualisations qui étaient certes, qui fonctionnaient bien, hein, que les gens aimaient, mais qui pour moi, j'avais le sentiment d'être un peu bloqué. Et en fait, si je parlais de mon process de créer une visualisation, en fait, j'utilisais vraiment Tableau du début à la fin. Il n'y a aucun moment où je sortais de Tableau pour essayer de m'inspirer de choses différentes. Et donc, c'est là où, en 2019, j'ai eu
plus grand changement pour moi, deux révolutions en fait, qui sont être un débutant et l'autre, c'est être indépendant. Alors, un débutant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire apprendre de nouveaux outils. Donc, apprendre de nouveaux outils, j'ai commencé à voir en fait ce que les gens faisaient sur le web, et donc voir du Nadir Bremer, du Shirley Wu, voilà, des gens qui font des choses extraordinaires. Et tout passe par le web. Donc, j'ai appris HTML, CSS, JavaScript et D3, et j'ai fait cette première visualisation qui représente en fait le réseau de toutes les personnes qui ont utilisé, qui ont tweeté Data19 à la conférence. Et donc, chaque cercle, c'est une personne qui a créé un tweet, et la taille et le nombre de tweets. Et s'il y a un trait entre deux personnes, entre deux comptes, c'est-à-dire qu'un compte a tagué un autre sur une photo, ou a répondu à un commentaire, ou a tagué la personne dans le tweet. Donc, ça permettait de voir les interactions des personnes sur Twitter pendant la conférence. J'ai suivi un peu ce même... Ah, pardon, je voulais montrer ça aussi, parce que le fait de créer des choses en dehors de la boîte Tableau, ça permet de faire des choses absolument inutiles, mais qui sont fun. Et en fait, c'était la première fois où je me rendais compte que je pouvais faire des choses que pendant les 4 années précédentes, je n'étais pas forcément capable de faire. Et donc, j'ai réitéré ce même processus en apprenant d'autres outils comme Procreate pour ajouter un effet un peu fait à la main. Donc, des fois, je dessine et j'ajoute ces éléments dessinés à mes visualisations. Figma pour tout ce qui est la partie UI dont on a parlé avant. Et bien sûr, tout est toujours mis ensemble, finalisé sur Tableau. Et donc, je me suis rendu compte que mon process de DataVis, il a énormément évolué. Et je suis parti de faire que des bar charts et des line charts à faire des networks, des Voronoi, des Sankey et plein d'autres choses qui n'étaient pas normalement, qui ne sont pas faciles à faire dans Tableau. Donc, mon process, il est passé de cette monstruosité à quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus clean et beaucoup plus avec un process. Donc, je sais que quand j'explore les données, c'est dans Tableau. Quand je commence à faire du sketch, c'est dans Procreate. Quand je dessine mon UI, c'est dans Figma, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la partie être un débutant. Être indépendant, ça veut aussi dire devoir développer des nouvelles compétences. Donc, pour moi, c'était faire un site web perso. Je n'avais pas de site web perso avant. Et donc là, j'ai découvert Webflow, qui est un peu comme un tableau pour le web. C'est-à-dire qu'à la place d'écrire votre HTML et votre CSS, ce n'est pas un template, ce n'est pas des choses où on a des templates tout prêts à la WordPress. Ici, c'est vraiment, vous êtes devant une page blanche, et à la place d'écrire du CSS et du HTML, on peut faire glisser-déposer du HTML et du CSS. Donc, on construit le site avec des briques, et au final, ça écrit du CSS et du HTML. Comme dans Tableau, on pourrait écrire du SQL sans le voir. Et donc là, j'ai pu apprendre un peu à faire un site web qui était qui essaie de présenter, qui essaie d'être designé, et ainsi de suite. Cette compétence, je l'ai mixée avec un nouvel outil qui s'appelle Svelte, qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. Beaucoup de gens qui font de la data vis sur le web utilisent Svelte. Et en fait, ça m'a permis de mixer le design et la simplicité de créer un site web dans Webflow avec la réactivité et on va dire l'interactivité de Svelte. Svelte est très connu pour pouvoir faire des visualisations interactives un peu comme ça. Donc là, c'est du scrollytelling. Ça vous montre l'évolution du Marvel Cinematic Universe, film par film, avec comment les personnages ont joué dans les films des autres pour créer à la fin cet univers-là. Donc ça a été possible avec Webflow et Svelte ensemble. Donc, je continue à créer mon data visualization process. Donc là, c'était la partie purement data vis. Et là, on va rajouter une couche plus web, plus réactivité. Et donc, tout ça a permis, si tout ça, ça vous intéresse, si vous voulez voir plus en profondeur comment en fait, j'ai un peu créé tout ça, enfin, comment j'ai été un débutant pendant au moins 1 an, j'étais vraiment un débutant. J'ai fait une vidéo YouTube qui s'appelle Always Be a Beginner qui explique ça un peu plus dans le détail. Donc ça, c'est la première révolution. C'est une révolution personnelle. C'est comment j'ai changé ma manière de faire, comment je me suis révolutionné pour faire ce que je vais vous présenter maintenant, qui est la deuxième révolution, qui est une révolution de l'usage de Tableau. Une révolution sur comment je vois de plus en plus de personnes utiliser les outils que j'ai créés pour faire des visualisations dans Tableau. Et donc cette partie, c'est l'outil que j'ai créé qui s'appelle AdVis, qui permet de faire des visualisations. C'est un générateur de visualisation avancée. Vous n'avez rien besoin pas besoin de savoir coder ou quoi que ce soit. Vous pouvez utiliser ce générateur pour faire des Sankey, des networks, et ainsi de suite. Comment ce projet a démarré? En fait, vous vous souvenez de cette visualisation que je vous ai montrée juste avant. Ça représente des comptes Twitter qui ont tweeté pendant la conférence Tableau. Et cette visualisation, je l'avais faite sans utiliser Tableau.
Et je trouvais que c'était un peu dommage, puisque ce serait bien qu'on parle de tableau dans Tableau. Et on me se posait la question, comment est-ce que je pourrais créer ce graphe de réseau dans Tableau? Alors, dans Tableau, on peut créer tout et n'importe quoi à partir du moment où on a une coordonnée X et une coordonnée Y et qu'on a un chemin qui permet de relier les points. Okay, on a des points et on dit comment relier les points. Tableau, il sait faire absolument tout. On peut dessiner des voitures en 3D tant qu'on a les coordonnées qui permettent de le dessiner. Qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau, c'est juste une liste de cercles. C'est des cercles qui ont des coordonnées X et Y et une taille, et des lignes qui ont un point qui détermine le début et un point qui détermine la fin. Ces points-là sont aussi les mêmes points que les centres des cercles. Dans D3, on a une fonction qui s'appelle for simulation. On peut créer une simulation qui va faire des maths. Et on lui donne une liste de nœuds et une liste, donc une liste de nœuds et une liste de liens. Et on applique certaines forces, comme des forces de collision, de charge, de position. Et D3 va automatiquement calculer, en appliquant ces forces-là, des coordonnées. Donc, comment on crée ces graphes de réseau que vous voyez sur Internet dans le web? En fait, on fait du SVG, on crée des SVG, donc des lignes avec les points de début et les sources et les destinations. Donc, chaque source, une ligne, c'est juste 2 points, et donc chaque point a une coordonnée. Et on crée des cercles, et chaque cercle a aussi une position X et Y, donc des coordonnées et un rayon. Et donc, si on fait un SVG avec des lignes et des cercles, on obtient un réseau. Donc ça, c'est comment on fait en web, en faisant du SVG dans un navigateur. Dans Tableau, à partir du moment où on a des données, donc un fichier CSV par exemple, qui contiendra des coordonnées, on pourrait afficher ça dans Tableau. En fait, c'est exactement de là que l'idée est partie. C'est de dire, mais en fait, plutôt que de le mettre en SVG, je vais aller mettre dans un fichier lien.csv mes coordonnées qui permettent d'afficher mes liens, et dans un fichier note.csv, les coordonnées et les informations de la taille qui me permettent de créer mes cercles. Et donc, dans Tableau, si je mets mes coordonnées X et Y de mes liens, j'obtiens plein de liens. Si j'affiche mes cercles, j'obtiens des cercles. Et si je fais un axe double entre mes cercles et mes liens, j'obtiens un réseau. Donc, c'est vraiment juste en utilisant les calculs de D3, en prenant ces calculs-là et le résultat de ces calculs et en le mettant dans des CSV. Et ces CSV-là, je les donne dans Tableau. Et donc, la visualisation a été faite au final dans Tableau et elle est disponible sur mon compte Tableau public. Donc, ça a été recréé dans Tableau. Maintenant, récemment, en ayant été un débutant pendant 1 an et en apprenant de nouveaux outils, en fait, je me suis rendu compte que si je cumulais plusieurs outils que je connaissais et que je les mettais ensemble, en fait, je pouvais automatiser ce process d'utiliser D3 pour visualiser quelque chose que je vais exporter pas dans un CSV, mais directement dans Tableau. Et donc, ça, en fait, c'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui rapidement. Donc, ça, c'est du coup mon site Adviz, où je vais vous montrer, on va essayer de faire une visualisation ensemble aujourd'hui. On va faire ici. Donc, dans 1 mois à peu près, il y a un nouveau jeu Zelda qui sort. Aujourd'hui, il y avait un nouveau trailer, alors je voulais faire un peu hommage. Donc, on va représenter un network qui va montrer les différents jeux Zelda qui sont sortis sur les différentes consoles sur lesquelles elles sont sorties. Et j'ai quelques informations comme est-ce que c'est un jeu en 2D ou en 3D et est-ce qu'il est sorti sur une console de salon ou une console portable. Donc, par exemple, console portable, la Game Boy, console de salon, la GameCube ou la Nintendo 64. Dans mon outil, actuellement, on ne peut pas créer, même dans aucun outil, on peut créer un network en se basant sur un CSV ou sur un fichier Excel. Ce n'est pas possible, ce n'est pas conçu comme ça. Il faut un JSON avec une liste de nœuds et une liste de liens. Alors, en exclusivité pour vous aujourd'hui, pour les 50aines de personnes qui me regardent, j'ai un nouvel outil qui sort très bientôt, qui, avant, en fait, la partie création du JSON, elle devait être faite un peu à la main. Et en fait, j'ai créé un nouvel outil qui s'appelle JSONify, qui permet de sélectionner un fichier. Donc, on va aller sélectionner. Donc là, c'est instant démo, hein, donc je suis un peu plus fébrile, surtout sur un produit qui n'est pas encore fini, qui est encore en bêta. Et on va lui donner notre Zelda Network. On va lui dire qu'en source, on veut les différents titres. En target, on veut les différentes consoles, donc les systèmes. Et on veut ajouter comme information additionnelle le type de jeu, donc 2D ou 3D, et le type de console, si c'est salon, portable ou hybride, parce que la Switch, on va dire que c'est une hybride. On va cliquer sur Generate JSON, et ça m'a donné un fichier JSON. Alors, ce fichier JSON, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, il a vraiment une liste de liens et une liste de nœuds et une liste de liens. Maintenant, si je vais dans mon outil, dans Network, et que je vais utiliser ce network.json, je vais créer mon réseau qui contient mes différents jeux, donc par exemple la Game Boy,
mes consoles, comme la Game Boy, et mes différents jeux comme Link's Awakening ou Link to the Past, Oracle of Age, Ocarina of Time, et ainsi de suite. On va un peu configurer notre réseau parce que là, pour l'instant, il est un peu moche. Donc, on va juste mettre que la taille des points est en fonction de la taille du nombre de liens. Donc, plus un jeu va être disponible sur différentes consoles, plus il sera grand. Plus une console va avoir beaucoup de jeux, plus ils seront grands. On va mettre une petite force de collision pour éviter que les points soient un peu trop proches les uns des autres. On va augmenter la charge pour vraiment donner un peu plus de place. Et peut-être un petit peu moins grand. Voilà, un truc comme ça. Le réseau me plaît bien. On voit par exemple que c'est la 3DS qui permet de jouer à le plus de jeux, la Switch aussi, et ainsi de suite. On ne va pas passer trop longtemps de temps dans cet outil-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement cliquer sur Tableau Desktop. Et ce que ça fait, c'est que ça vous télécharge un TWBX que vous pouvez ouvrir, qui va contenir le réseau que vous avez vu visuellement ici. Le temps que ça charge, je peux vous dire que mon outil permet aussi de créer des 5 keys, des bump charts et plein d'autres choses. Et donc, à chaque fois, c'est le même principe. Vous cliquez sur Download et ça vous télécharge le fichier directement dans Tableau. Le fichier est ouvert, donc il est là, il a bien fonctionné. Et donc, je retrouve mon réseau avec même un petit peu d'interactivité. Donc, quand je vais cliquer sur un point, on va illuminer, on va faire du highlight des différentes connexions. Et ce que j'aimerais vous montrer aussi encore aujourd'hui, c'est un peu mon processus de création. Donc là, j'ai un network et il n'est pas très beau, on est d'accord, c'est noir et blanc, il n'y a pas grand-chose à voir là-dedans. Et donc, mon process habituellement, ça va être d'aller sur Pinterest et de regarder différentes images et de m'inspirer de ces différentes images. Donc là, c'est différentes images que j'ai prises sur Pinterest. Et ensuite, j'en crée des compositions qui sont très flat, juste pour voir comment les couleurs fonctionnent ensemble. Par exemple, j'ai bien aimé que celui-ci me donne quelque chose comme ça. Je joue avec les formes. Celui qui, au final, m'a le plus plu, c'est celui-ci, où je vais avoir, j'ai gardé le fond vert, ainsi de suite, et j'ai créé différentes icônes que j'ai déjà mis dans mes formes personnalisées dans Tableau pour avoir, à la place d'avoir que des cercles, mais avoir des shapes un peu plus intéressantes. Et donc là, on va construire ça. Hein. Donc, ma couleur, c'est celle-ci. Je l'ai juste ici. Et on va aller donner la couleur à mon réseau. Tac. Tac. Là, je commence avec la couleur verte. Ensuite, au niveau de mes cercles, à la place de cercle, je vais mettre des formes et je vais prendre le groupe. Donc, les groupes, c'est quoi? C'est les informations additionnelles que j'ai mis, 2D, 3D, console de salon, console portable. On va aller prendre les shapes et on va aller chercher les formes que j'ai mis. Donc, on va dire que mes jeux en 2D, ils vont être, ça va être juste le contour. Mes jeux en 3D, ils vont être pleins. Mes consoles portables vont être juste le contour. Mes consoles de salon pleines. Et les consoles hybrides, ça va être le cercle un peu coupé en deux, comme ça, qui représente le fait que ce soit hybride. C'est déjà beaucoup mieux. On va juste changer la couleur des lignes parce que ça ne me plaît pas trop. Habituellement, pour avoir des lignes qui sont propres, je prends une couleur noire et je la mets à une opacité de genre 10%, un truc comme ça, pour que ce soit vraiment très discret, que ça ne prenne pas trop de place. On a déjà un réseau qui est déjà beaucoup plus joli qu'avant. Et donc, on a les différentes consoles. On voit bien la 3DS console portable, la Switch console de salon. On voit bien des jeux comme Majora's Mask, Ocarina of Time, qui sont des jeux 3D et des jeux en 2D. Ça me plaît. Dans Figma, j'ai continué, j'ai pris une police, la police Zelda pour donner un titre. Donc, c'est The Legend of Zelda Network of Heroes, avec une petite légende. Et donc, ensuite, pour finaliser ça, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre en flottant, je vais mettre une image. Et donc là, comme dans Tableau, on ne peut pas mettre des fonds personnalisés, je peux aller chercher comme ça mes titres ici. On va le mettre un peu plus petit. Hop. Et on peut aller chercher aussi nos légendes. La légende qui est juste là. Tac. Peut-être un peu trop grand pour l'instant. Quelque chose comme ça. Donc, il faudrait que je fasse les finitions. On va peut-être décaler encore le réseau un peu plus sur la droite. Mais on a déjà quelque chose qui ressemble à quelque chose qui pourrait être publié sur Tableau Public, qui pourrait être disponible. Donc, voilà un peu mon processus de création. Donc, avec l'outil, on peut générer différents types de visualisations qui sont beaucoup plus avancées que ce qu'on pourrait faire dans Tableau. Et ensuite, je voulais vous montrer un peu mon process en utilisant Figma, comme on en a parlé un peu aussi avant, sur comment embellir facilement une visualisation avec des couleurs, en cherchant de l'inspiration et avec des formes personnalisées. Si vous voulez juste être au courant des nouveautés, je vais créer un string graph, je vais créer plein d'autres types de graphiques ici. Vous pouvez aller juste sur tools.ladatabase.com
et ici mettre votre adresse email pour souscrire à la newsletter et être informé des différentes nouveautés. Je vais revenir sur ma présentation. Et donc, ça, c'était la partie Advis. Donc, ça, c'est un premier outil que je voulais vous montrer aujourd'hui. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer. Et il n'y a pas grand-chose de nouveau peut-être à ce moment-là. Mais si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous présenter un nouvel outil qui s'appelle Bang, qui permet de générer automatiquement des KPI. Mais avant de faire la démo de cet outil-là, on va parler de la troisième révolution et comment j'ai créé ce troisième outil. Comment je me suis aidé, en fait, des IA, de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une révolution, on en parle beaucoup en ce moment. C'est est-ce que les robots vont nous remplacer? Est-ce qu'on va devenir amis avec eux? Est-ce que l'intelligence artificielle va nous aider ou nous détruire? Je ne vais pas répondre à ces questions trop philosophiques. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est des outils que j'utilise de plus en plus régulièrement pour m'aider à construire mes produits. Alors, on va commencer doucement. Un des premiers outils dont tout le monde a entendu parler et en fait qui m'a permis de faire toutes les images de cette présentation, c'est Midjourney. Donc, on écrit un prompt et il va nous sortir des images qu'on peut affiner. Donc, toutes les images ici ont été faites par Midjourney. Ça permet aussi de chercher de l'inspiration. Donc, moi, au début, j'étais parti sur un style totalement différent. J'avais demandé à Midjourney de me représenter des figures historiques accompagnées de graphiques en utilisant les couleurs bleu et orange de tableau. C'est pas mal, mais finalement, je ne suis pas allé dans cette direction-là, mais on peut voir qu'il a fait quand même des bar charts, il a fait des pie charts ici. Là, il a même essayé de faire une carte de l'Europe, plus ou moins. On connaît la France et l'Espagne, et peut-être un peu l'Italie, vite fait. Mais voilà, donc il a généré ce genre de choses. On peut aussi lui demander de créer des choses qui sont plus artistiques, qui peuvent servir d'inspiration au niveau des couleurs, de la composition, et ainsi de suite. Donc là, on reconnaît le triptyque que j'ai utilisé pour faire les 3 révolutions. Et au final, je me suis quand même servi un peu de ces couleurs-là et de ça pour faire la page de couverture qui, pour moi, représentait un peu cette idée de révolution en utilisant les couleurs de tableau. Voilà, je trouvais que cette image était assez belle. Parenthèse Midjourney terminée, ça me sert principalement juste pour trouver de l'inspiration, mais je ne crée pas forcément de produit avec ça. Par contre, le produit qui va nous intéresser aujourd'hui, et c'est la question à laquelle je me suis posée, c'est comment est-ce que je pourrais automatiser la création de KPI dans Tableau. Alors, je voulais faire un truc très simple, juste pour tester est-ce que c'est faisable déjà. Donc, je voulais prendre un fichier Tableau qui était connecté à Sample Superstore, qui n'a aucun champ calculé, il n'y a aucun champ calculé ici. Et si je mettais ce fichier dans un outil que je crée, est-ce que j'arrivais à ressortir un fichier Tableau modifié avec un calcul comme le calcul du profit ratio, donc le pourcentage de profit. Et je me suis dit, plutôt, je n'ai aucune idée de comment manipuler le XML ou comment est-ce que je pourrais, à travers du web, changer des XML et le renvoyer. Donc, je vais demander à ChatGPT. Donc, tout le monde en a entendu parler. C'est un outil qui permet de poser des questions et il va nous répondre. Alors, au début, c'était moyennement bon. Donc, là, par exemple, la question que je vais poser, qui est le champion 2017 de l'Ironbees? Il m'a dit, c'est Andy Kribble. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es sûr? Il m'a dit, oui, je suis sûr, c'est Andy Kribble. Donc, félicitations, Andy, tu as volé mon titre. Mais dans la version 4, ils sont améliorés. Et là, je vais reposer la question dans la version 4 et il a donné une très bonne réponse. Mais surtout, pour moi, la version 4 a changé beaucoup de choses sur le développement. Quand je demande à ChatGPT du code, il arrive à sortir du code qui est vraiment de plus en plus propre et correct. Donc, comment est-ce que je me suis servi de ChatGPT pour faire ça? Je lui ai d'abord donné tout le XML d'un fichier Tableau. J'ai été assez brut, j'ai dit, est-ce que tu comprends ça? Do you understand this? Et je lui ai mis le XML d'un fichier Tableau vide qui contenait rien. Juste une feuille connectée à Sample Superstore. Et il m'a dit, ouais, je comprends. Ça, c'est un document XML qui est un workbook, un tableau workbook. Je vois qu'il y a différents éléments comme des data sources, des worksheets et des windows. Il y a une worksheet qui est nommée Sheet 1 et il y a une data source qui s'appelle Sample Superstore. Je détecte aussi qu'il y a des colonnes comme City, Country, Postal Code, Row ID, State and others. Donc, il a compris que ce gros XML incompréhensible pour nous était un fichier Tableau. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé dans un fichier Tableau, je l'ai créé à la main, un calcul qui permettait de calculer le pourcentage de profit. J'ai ouvert le XML de ce fichier Tableau et je lui ai donné la définition d'un calcul de profit ratio dans Tableau. Je lui ai dit, voilà, ça c'est un exemple d'un calcul qui s'appelle profit ratio tel que je le vois dans le XML. Là, il ne me répond pas grand-chose d'intéressant, juste globalement, oui, j'ai compris, c'est un calcul qui calcule le ratio.
du profit. Et là où ça va devenir intéressant, c'est que je lui ai posé 7 calls. Je lui ai dit, écris une application Svelte qui va prendre un fichier tableau en entrée, et quand je vais cliquer sur télécharger, ajouter le calcul du profit ratio et me renvoyer le XML modifié. Alors, il a dit, OK, pas de souci, je vais faire ça. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est d'abord installer Node, ensuite que tu crées un projet Svelte, que tu ailles dans ce projet, que tu l'installes, et ensuite, voici le code. Alors, le code, il est en plus très bien écrit, puisque je comprends Svelte. Ça, c'est une fonction qui permet de gérer le chargement d'un fichier. Ça, c'est des fonctions qui permettent de modifier le XML et d'ajouter le calcul. Là, on a une petite fonction qui permet de télécharger le fichier, un peu d'HTML avec des titres et des inputs et un bouton, et un peu de CSS. Ensuite, il m'a dit d'installer FileSaver pour pouvoir sauvegarder le fichier sur mon poste, et ensuite de démarrer le projet et d'utiliser l'outil. Alors, j'ai copié-collé le code dans un éditeur de texte, et j'avais effectivement un titre avec un bouton pour input et un bouton pour download. J'ai donné un fichier tableau vierge juste connecté à Simple Superstore. J'ai cliqué sur le bouton, ça a téléchargé un fichier tableau, et croyez-moi ou non, mais j'ai une erreur à l'ouverture. Il m'a dit, tableau, je ne comprends pas ce que tu veux, ton fichier tableau, il n'est pas bon. L'élément colonne, donc c'est ce que l'erreur dit, l'élément colonne n'est pas admis à cet endroit-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le résultat qui provenait de ChatGPT et le résultat tel qu'il existait et fonctionne dans un fichier tableau. Et je vois effectivement qu'en fait, la colonne profit ratio, l'outil de mon programme là, que j'ai créé, que ChatGPT m'a créé, l'avait placé à un mauvais endroit. En fait, les calculs doivent être globalement au même niveau que les autres colonnes, en dessous de la data source et en dessous d'un élément qui s'appelle alias enable yes. Alors, j'ai dit, je vais expliquer à ChatGPT, je vais donner l'erreur. Et je dis, a priori, il faut mettre les calculs, les champs calculés en dessous de alias, ou en tout cas en dessous de data source. Et il m'a dit, ah pardon, je suis désolé, tu as raison, les nouvelles colonnes, ils doivent être mises après alias enable yes. Et il m'a redonné une formule, et cette fois-ci, on voit bien que la dernière ligne, je ne sais pas si de votre côté vous pouvez lire, mais il va bien faire un query selector, et il va chercher alias, et il va insérer le nouveau calcul après ça. Alors là, ce que je vous propose, c'est de vous faire la petite démo. Donc là, j'ai juste copié-collé, le code que ChatGPT m'a donné. Pas celui-là, on va lui donner ce fichier-là. Donc c'est un fichier qui s'appelle pour l'instant demo empty. Alors ce que je vais juste faire, c'est que je vais juste rajouter quelque chose dedans, par exemple montrer le profit par état, juste pour qu'il y ait quelque chose dans mon fichier. Je vais le sauvegarder. Je vais aller ici et démarrer mon serveur. Donc, on va faire un npm run dev. Donc, ça, c'est la commande que ChatGPT m'a donnée. Et ensuite, si je rafraîchis cette page, j'ai effectivement une première page web qui me permet de choisir un fichier. Donc, on va aller chercher notre fichier demo KPI qui a été modifié. Alors, ça doit être celui-là, demo empty. Oui, c'est ça. Juste pour être sûr que j'utilise le bon fichier, démo, on va mettre démo empty 2, pour être sûr que vous voyez que je ne triche pas. Démo empty 2, on va mettre ça. On va télécharger le fichier modifié, donc là c'est assez rapide. Donc là j'ai un output et on va l'ouvrir et on va voir si j'ai bien un nouveau calcul qui devrait s'appeler profit ratio. Putain, petit moment de suspense. Et normalement oui, et effectivement j'ai bien un champ calculé qui s'appelle profit ratio, qui n'existait pas là avant et que je peux mettre sur couleur et qui fonctionne. Et si je vais voir comment il est calculé, c'est bien la somme des profits sur la somme des sales, comme on l'aurait fait. Alors ça, c'est très bien, mais vous allez me dire, ah ouais, c'est cool, tu as créé un programme qui peut ajouter un champ calculé que j'aurais pu créer en quelques secondes. Et je suis d'accord avec vous. Mais là où je suis allé un peu plus loin, j'ai dit, ok, tu as compris comment ajouter un calcul du ratio du profit. Est-ce que tu pourrais modifier la fonction pour créer plusieurs différents calculs à la fois? Donc, je dis, est-ce que tu peux mettre à jour la fonction qui ne permet pas juste d'ajouter le profit ratio et donne-moi des exemples de calculs qui pourraient fonctionner. Donc, il m'a changé ma formule et cette fois-ci, on voit qu'en fait, il va faire un for each, donc il va aller regarder chaque calcul et il va avoir un caption, donc le nom du champ calculé, le nom technique et la formule. Et il m'a dit, voilà, ça, c'est des exemples de calculs que tu pourras donner à un tableau. Donc, il y a le profit ratio, OK, ça, je l'avais déjà donné. Average discount, OK, pourquoi pas, c'est le average de discount. Sales growth, là, il a été très malin parce qu'à aucun moment, je lui ai parlé de lookup, mais il a réussi à me faire un calcul
qui va calculer le pourcentage de croissance des sales par rapport à lookup-1, donc par rapport à la période précédente. Mais il a aussi été très bête puisqu'elle m'a donné le profit margin qui est globalement exactement le même calcul que le profit ratio, donc je fais exactement la même chose. Et j'ai testé ça et effectivement, j'ai donné mon fichier tableau et j'ai eu 4 nouveaux champs calculés dans le fichier que je lui ai donné. Très, très surpris et agréablement étonné. Et donc, j'ai continué sur cette foulée-là et ça fait quelques semaines que je travaille sur cet nouvel outil. Vous allez voir qu'il y a certaines similitudes, mais je suis allé un peu plus loin. Donc, l'outil s'appelle Bang pour Big Aggregated Number Generator. On sélectionne un fichier, donc là je vais prendre mon démo MT2 comme on l'a utilisé avant. Il va reconnaître les data sources, donc là on a Federated, c'est le nom technique de la data source. En vrai, il est connecté à Sample Superstore, mais dans le XML, c'est écrit comme ça. Et ensuite, on lui définit un KPI. Alors là, on va dire c'est la somme, on pourrait prendre average mean de sales, mais on pourrait choisir un autre champ calculé. Et notre KPI, ça va être la somme de sales par mois de order date. Donc, la valeur mensuelle de mes sum of sales. Ça, c'est la valeur que j'ai envie de suivre. C'est mon KPI. Et je vais lui donner une comparaison. Donc là, la comparaison, on a le choix entre le même mois de l'année précédente ou alors le mois précédent. Okay, je vais cliquer sur Generate Bands et normalement, alors encore une fois, c'est un outil qui n'est pas du tout encore disponible normalement, mais on va voir si ça fonctionne. Donc, tableau s'ouvre. Et là, je n'ai pas un champ qui s'appelle profit ratio, mais j'ai plein de champs, normalement, qui s'appellent bang quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, j'ai un champ qui contient une date, un highlight, un max date, current period value, previous period value, date to show, pourcentage de différence, valeur de différence, positif et négatif. Positif et négatif, ceux qui ont fait des KPI savent pourquoi. Parce qu'en fait, je vais vous montrer pourquoi. Parce que le programme ne fait pas seulement créer des champs calculés, mais il crée aussi automatiquement la feuille qui contient le KPI. Donc là, on est sales months, donc c'est ce qu'on voulait, les ventes par mois, la valeur des sales, la différence en valeur et en pourcentage versus l'année précédente. Et donc, ils sont en rouge ou en bleu selon les couleurs, selon si c'est positif ou négatif. C'est pour ça qu'il nous faut un champ positif et un champ négatif. Ce qu'on veut faire habituellement avec un KPI, c'est aussi montrer l'évolution. Alors là, c'est très bêta parce qu'il n'y a pas encore de couleur ni rien. J'ai juste mis en highlight le mois le plus récent, donc le mois qu'on est en train d'étudier. Et on a pas seulement ces feuilles, mais aussi un dashboard finalisé qui contient mon premier KPI tracker. Donc tout ça, à partir d'un fichier tableau vide, il nous a créé les champs calculés et un premier KPI avec 2 feuilles et un dashboard. Bien sûr, dans mon idée, on va pouvoir créer plusieurs KPI à la fois. Et donc ça me sert déjà aujourd'hui beaucoup et je gagne beaucoup de temps à générer ces KPI en utilisant le petit outil que j'ai fait. Et à terme, courant juin, je pense faire une release officielle et mettre cet outil dans vos mains pour que vous puissiez aussi gagner beaucoup de temps à générer vos KPI. Et donc ce que je voulais vraiment montrer, c'est comment un brainstorming d'une idée avec ChatGPT a permis de voir qu'en fait quelque chose était possible. Et bien sûr, ChatGPT n'a pas tout fait, il était absolument incapable d'aller aussi loin dans la manipulation du XML. Mais de temps en temps, j'ai des petites questions, des petites choses que je n'arrive pas à faire ou que je pourrais chercher sur Stack Overflow. Mais en fait, avoir une discussion comme ça avec, pour moi, c'est un peu comme avoir un développeur un peu plus expérimenté ou des fois moins expérimenté à côté de moi non-stop, ça m'aide. Ça m'aide à brainstormer mes idées. Voilà, donc ma présentation, c'était révolutionner la data vise avec Tableau. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'au final, ce que j'aimerais faire, c'est révolutionner Tableau avec la data vise. Et j'espère que ça vous a plu. Vous me trouvez absolument partout sur YouTube, sur Twitter, sur LinkedIn, sur mon site, sur la data vise. C'est mon hâte, c'est le nom de ma société. S'il y a des questions, je vais arrêter la présentation et j'espère que ça vous plu. Toujours le moment un peu stop sharing. Et je suis là. Bonjour. Merci Tristan pour cette superbe présentation. On a beaucoup de monde dans le chat qui dit incroyable, top, en parlant des outils et des vises. Je pense que tout le monde on a eu plein les yeux. On a une petite question. Pardon, je t'ai coupé Maxime. Ah non, absolument pas, vas-y. Non, pas du tout. Ok, pardon. On a une petite question dans le chat.
à laquelle tu as répondu quand même en faisant ta démo, mais peut-être que tu auras des choses à rajouter. Donc, c'est Mehmet qui nous demande, qui nous dit déjà des très belles visualisations, Tristan, pardon. Est-ce que tu aurais des conseils pour reproduire ces visualisations, des visualisations de ce genre? Est-ce qu'il y a une recette à suivre? Pour moi, la recette à suivre, c'est vraiment ça, hein, c'est de s'inspirer. Donc, par exemple, on prend un thème. La dernière fois, quand j'ai fait cette présentation, un peu du genre, c'était sur la visualisation que vous avez vue à un moment donné sur les films Marvel. Donc là, c'est à chaque fois aller chercher de l'inspiration sur Internet, des couleurs, des styles et ainsi de suite, et commencer vraiment à avoir une première idée de base et la construire petit à petit en sketchant, en utilisant Figma pour trouver des histoires, trouver des angles. Et c'est vraiment c'est un processus itératif. Hein. Il y a pas, j'ai moi-même pas de recette. Des fois, les visualisations, j'arrive à trouver un angle et une approche et des couleurs assez rapidement. Des fois, ça prend des semaines. Des fois, j'abandonne. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de recettes miracles, malheureusement. Alors moi, j'avais aussi une autre question par rapport à l'outil Bang. Bang. Tu nous as montré du coup qu'on sélectionnait une colonne, donc là le profil, qu'on allait sélectionner une méthode d'agrégation avec une somme, etc. Est-ce que du coup tu envisages qu'il puisse aussi créer plein de KPI avec des calculs qui soient déjà agrégés? Oui, c'est juste que là actuellement, en fait, je dois mettre une agrégation devant. Donc si tu essaies de faire somme de quelque chose qui est déjà Oui. sommé, ou après ça va un bug. Et en fait, l'idée, c'est que là, quand je donne la liste de tous les champs de la liste de tous les champs qui sont présents dans le dashboard, j'ai un flag qui dit c'est déjà un champ calculé ou non. Et dans ce cas, le paramètre de somme, average, min, max, il va être grisé et il y aura écrit AGG devant parce que c'est ce que l'on verra de base. Donc, j'ai plein d'idées, c'est pour ça que c'est encore en développement. Ajouter plusieurs KPI, pouvoir mettre des champs calculés, aussi pouvoir choisir vous-même vos couleurs. Donc là, actuellement, il y a des couleurs qui sont par défaut que j'ai décidées, mais je vais vous donner la possibilité de dire, moi, quand c'est positif, je veux cette couleur, quand c'est négatif, je veux cette couleur-là. Et comme ça, quand vous ouvrez, ça va générer les KPI déjà avec les couleurs que vous voulez. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de choses qu'on peut automatiser. Donc, j'ai hâte de continuer à travailler sur ça. Ça permet d'automatiser pas mal de choses. Ouais. Mais effectivement, on a une question aussi un peu liée de Thomas Bombanger qui nous dit, qui nous demande, pardon, vous pensez qu'une extension Tableau va apparaître avec le fait de faire des requêtes naturelles avec ChatGPT, ou est-ce que cela existe déjà, ou alors peut-être que c'est une idée pour une prochaine aventure, Tristan? Oui, voilà. En fait, moi, j'ai jamais réussi vraiment à utiliser une extension parce que je trouve qu'à chaque fois, de ce que je veux en faire, c'est assez limité. Donc, par exemple, ce que j'ai fait là avec la manipulation du XML, ça n'aurait pas pu être fait dans une extension parce que l'extension ne permet pas d'ajouter de nouvelles feuilles, par exemple. Et donc, ça m'embête. Mais je crois qu'ils ont en plus déjà annoncé un truc comme ça à Salesforce parce que Salesforce, ils sont quand même très, on va dire, en avant. Pas en avant. Ils aiment mettre en avant les buzzwords. Donc en ce moment, c'est AI qui est un peu comme ça. Donc je ne doute pas qu'à la conférence, dans 3 semaines, on nous sort un petit outil qui utilise GPT de manière générale. Pas forcément chat GPT, mais GTP d'une manière générale pour décrire un graphique et on va sortir le graphique. Ça, c'est des choses qui sont assez faciles à faire, je pense. À ce propos, il y a quelqu'un qui... Non, pardon, il y a quelqu'un qui disait, en fait, Tableau, ils sont assis sur, globalement, des millions, je crois maintenant, de visualisations sur Tableau public. Et donc, ils ont et en fait, un fichier Tableau, c'est du XML. Donc, ils ont la description XML de n'importe quelle visualisation qui, globalement, existe sur Tableau public. C'est-à-dire qu'on peut entraîner un modèle qui va lire tous les XML de toutes les visualisations sur Tableau public et apprendre à comment faire une visualisation, comment faire un tel. Et donc là, c'est vrai que pour avoir comme modèle d'apprentissage, c'est parfait. J'en profite je vais pas faire de live. Tu as parlé de la conférence. Pardon, vas-y, excuse-moi, ça fait 2 fois. Non, je lis la question de Thomas qui me demande si je fais un live pour suivre la conférence, mais je crois que Tableau fait eux-mêmes leur live et ils sont sûrement plus qualitatifs que les miens. Par contre, peut-être une vidéo YouTube de retour pour dire de ce que j'en ai pensé, ça dépendra de ce que j'en ai pensé. Pour les personnes d'ailleurs qui participent à ce call et qui sont à Paris, vous avez un
un French Tug qui va être organisé sur site à Paris, dans des locaux plutôt sympas en plus. Et vous aurez la chance de pouvoir écouter François Agensta parler, qui est le Chief Product Officer de Tableau, qui vient pour présenter pas mal de choses. Donc, je pense que vous pourrez aussi avoir un petit récap de ce qui aurait été dit à la conférence, etc. Donc, si vous êtes sur Paris à ce moment-là, regardez sur la page BV de Tableau. C'est le genre d'événement à ne pas manquer. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions éventuellement? Alors, j'en vois pas actuellement dans le chat. Je suis en train de remonter doucement, mais je n'en vois pas beaucoup plus. Est-ce que vous avez peut-être des questions encore à poser à Simon ou à Daïn? Alors, dans le même temps, je vais en profiter pour faire une toute petite annonce. Déjà, on vous remercie d'être là parce que vous êtes une cinquantaine, donc on a un bon taux de présence. On vous remercie d'être là, d'avoir répondu présent pour les différents tugs. Pour vous remercier, pour marquer un petit peu le coup, puisque Tableau nous a donné un petit peu de budget, on aimerait offrir du Tableau Swag à la personne qui nous a rejoint en premier à cet événement. Alors, on ne parle pas de la personne qui s'est connectée en premier aujourd'hui, on parle de la première personne qui s'est inscrite en ligne quand on a posté les différents éléments. Alors, j'espère que j'écorcherai pas votre nom, mais Latino Loureiro More, si vous pouvez m'envoyer votre adresse mail dans les DM, on fera en sorte de vous faire suivre un petit peu de Tableau Swag jusqu'à chez vous. Et merci du coup de nous avoir fait confiance directement. Et je vois dans le chat d'ailleurs que il y a certaines personnes qui nous ont déjà quittés, mais qu'on nous dit que le tug était très intéressant et que les personnes reviendront. Et pour rappel, du coup, comme on l'a dit en début de cet événement, il s'adresse en fait à toute la francophonie. Donc, on a des personnes qui viennent de Suisse, qui viennent du Canada, qui viennent de la France entière. On vous invite évidemment à partager cet événement. Donc, le French Tug numéro 2 viendra d'ici 2 mois environ. Et on vous invite donc à le partager avec les collègues, avec les amis, et pour justement pouvoir toujours en apprendre un petit peu plus ou s'inspirer simplement de ce que vous avez pu voir aujourd'hui, de ce que vous pourrez voir dans les prochains. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et comme le disait aussi au début Maxime, à rejoindre la page directement du French Tug, ce qui vous permettra du coup d'avoir toutes les news par rapport aux prochains événements ou éventuellement des communications, des choses comme ça. Yes. De Merci. la même façon, d'ailleurs, Merci si à vous tous. souhaitez... Vas-y. Ouais. Non, vas-y. Juste si vous souhaitez animer des sessions, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours en recherche de personnes talentueuses qui souhaitent s'exprimer et qui souhaitent partager un peu leurs connaissances. Et pour le prochain tag, ce sera le 25 mai. Yes. Non, je disais juste que je vois que je relisais les commentaires et je vois que Martin m'a dit, et c'est effectivement vrai, que je crois que durant toute la présentation, Baby, il a switché et il a pris le micro de mon ordi. Donc, il fallait juste crier à un moment donné et dire le son est dégueulasse, et j'aurais changé. Je suis désolé. J'espère que ça allait. J'espère que c'était pas trop Ça allait tout à fait. Je pense Ça allait, qu'il n'y a ok. que des personnes qui sont dans le son qui s'en sont rendues Que compte. Martin qui a l'oreille. Tout à fait. Eh ben, merci à tous pour votre participation. On était ravis de vous accueillir Yes. donc, pour ce premier French Tug. Merci à Simon, merci à Tristan et merci à Daïn pour vos présentations. Merci à Maxime aussi pour la co-animation. Merci à On toi s'est aussi. vraiment tous bien amusés ensemble avec vous et ce sera un grand plaisir de vous retrouver dans le French Tug numéro 2 qui aura donc lieu le 25 mai avec très probablement, très certainement même, Annabelle Rincon et Bruno Verissimo en présentateur. Ce sera donc un plaisir de vous y retrouver. Très bon après-midi à tous et à très Merci à vite. tous. Merci, bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Merci. Et Tristan, je crois qu'on nous demande que représente le logo dans les Q&A. Une question de Sophie.